Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la Vuelta, le débrief de l'étape numéro 1. Je fais que ce matin ce débrief, tout simplement parce que l'étape est arrivée quand même à 21h et qu'en termes de luminosité j'avais des doutes pour que la caméra fonctionne correctement et j'étais un peu fatigué aussi. Je vais pas vous mentir, les deux ensemble, ça a fait que j'ai décidé plutôt de faire le débrief ce matin. On va bien entendu parler des bleus, des coureurs au top, des flops. On va essayer que ça soit assez court, comme ça me permettra d'uploader assez vite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, c'est très important. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de la course, qui vous avez aimé dans cette étape également. Et puis voilà, on commence tout de suite. Chrono qui était quand même assez surprenant, chrono atypique. C'est un chrono d'un peu plus de 7 km. Première partie en montée, puis une descente assez technique. Surtout la route n'était pas très large et c'est toujours particulier avec les vélos contre la montre, avec les prolongateurs. C'était pas dangereux, c'était technique. Il fallait avoir un gros cœur en fait pour rester les mains sur le prolongateur. Et ça a permis à Rambourou ou à Bardet de faire des bons chronos. Et puis il y avait une dernière partie plate. Les 3 derniers kilomètres étaient plats pour finir ce chrono. Et surprenant aussi par sa forme, mais aussi par son résultat, parce qu'on a vu des coureurs très très bien classés et qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, et des coureurs qui se sont retrouvés un peu plus loin, qui n'ont pas réussi à bien s'en sortir. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Romain Bardet. C'est la très bonne surprise de cette étape. Romain Bardet, 14e de ce contre-la-montre à 17 secondes, dans le même temps que Chadaga. Ce qui montre bien qu'il a fait un très bon chrono, parce que Chadaga est quand même un rouleur. Pas très loin de Sepkus, pas très loin non plus de Vlasov. Très bon chrono de Romain Bardet, 10 secondes devant un coureur comme Bernal. Ça, c'est pas non plus négligeable sur un contre-la-montre. Un contre-la-montre. Alors certes, la première partie était en bosse, mais quand même, c'est pas la spécialité de Romain Bardet, ça n'a jamais été la spécialité de Romain Bardet. Alors on pourrait me dire, oui, mais c'était un contre-la-montre qui se rapprochait d'un prologue. Oui, mais Romain Bardet sur le Giro, c'est un contre-la-montre similaire le premier jour, et il avait perdu quasiment, il avait perdu je crois 50 secondes ce jour-là. Plus de 50 secondes. C'était le dernier des bons coureurs, c'était le coureur qui avait perdu le plus de temps ce jour-là. Donc là, assez incroyable quand même, Romain Bardet. On voit qu'il y a eu un gros travail de la DSM au niveau du vélo de chrono et de Romain Bardet pour s'adapter un peu mieux, pour avoir une meilleure position. Là, je trouvais qu'il était beaucoup plus à l'aise. Romain Bardet il a souvent eu ce problème d'avoir des prolongateurs très hauts. Là, j'avais l'impression que les prolongateurs étaient un peu plus bas que d'habitude pour Romain Bardet, parce que souvent il était posé très haut sur son vélo. Forcément, plus vous êtes haut, plus vous avez une prise au vent, donc moins vous êtes aérodynamique. Après, il faut réussir à avoir une position très aérodynamique et en même temps avoir un bon coup de pédale, ce qui n'est pas toujours facile. Demandez notamment à Thibaut Pinot à une époque qui avait une position très aérodynamique mais qui n'arrivait pas à tenir longtemps sur les contre-la-montre. Donc il faut réussir à avoir les deux. Mais du côté de Romain Bardet, très belle performance. Romain Bardet qui devient vraiment leader de cette équipe, surtout que vous avez quand même pas mal de coureurs qui vont partir de DSM cette année. Il va y avoir quand même encore du remue-ménage. On ne sait pas quelle est la situation avec Van Wilder en plus, mais il y a déjà Jane Lay qui va partir, le coureur australien. Donc il va se retrouver leader presque unique de cette formation, mais je pense que c'est quelque chose qu'il apprécie. Et puis il a l'air de bien s'entendre avec DSM. Donc vraiment la situation pour le moment est idéale, je dirais, pour Romain Bardet. 17 secondes, si le dos le laisse tranquille, il devrait faire une belle Vuelta. Et les gens qui me rient au nez pour un podium de Romain Bardet, on verra à l'arrivée. Mais si j'ai bon, je peux vous dire que je me foutrai de votre gueule. Je regarderai tous les commentaires qui se sont foutus de moi. On continue avec Clément Champoussin également, très beau chrono. Clément Champoussin, le coureur d'AG2R, 20 secondes, là aussi dans le top 20. Il a fait le même temps qu'Adam Yates, ce qui est quand même assez surprenant. Clément Champoussin, mais c'est un coureur étonnant, Clément Champoussin. On peut le dire, c'est un coureur, moi j'ai encore du mal à savoir où sont ses limites à Clément Champoussin. Je peux pas te dire si aujourd'hui c'est un coureur qui tient 3 semaines, s'il est très bon en récupération, parce que c'est vrai que son premier, c'est son 3e grand tour, je crois, Champoussin.
Me rappeler? Oui, troisième grand tour. Elle a déjà fait une Vuelta l'année dernière. Sur la Vuelta l'année dernière, elle avait fini 31e. Sans avoir fait de grands coups d'éclat. Elle avait pris une 10e place lors de l'étape numéro 3. Mais sur la dernière semaine, il n'y avait pas eu de grands résultats. Cette année, il a fait le Giro. Il a abandonné assez vite sur le Giro. Il n'avait pas vraiment des bonnes conditions physiques. Donc là, on va voir sur cette Vuelta, mais c'est quand même un coureur qui a un profil qui est très intéressant. 6e du dernier Tour de l'Ain. 30e du Tour de Romandie, ça c'était un peu moins bien. 2e de la Classique de l'Ardèche. 11e du Tour des Alpes-Maritimes. 4e du Trofeo Leguela. Je pense que c'est un coureur qui est bon sur des courses d'une semaine. C'est peut-être un peu plus compliqué sur des courses de 3 semaines. C'est un coureur qui reste quand même encore assez jeune, 23 ans, qui a surtout peu d'expérience au niveau des professionnels parce qu'il a été stagiaire pendant très longtemps chez la G2R avant de passer professionnel. Donc il va falloir voir maintenant ce que ça va donner pour le français, mais c'est quand même un coureur qui me surprend toujours Clément Champoussin, et si en plus au niveau du chrono ça se passe plutôt bien, et ben là ça peut être vraiment super pour le coureur français. Il avait pris une 4e place sur une étape du Tour de Romandie cette année. On continue avec Guillaume Martin. Il a sa place, 33 secondes, c'est un peu le ratio habituel pour Guillaume Martin sur ce type de contre-la-montre. On sait, c'est pas un spécialiste. Il est aux alentours de 4 secondes de kilomètre, quoi, à peu près, un peu plus, mais bon, on sait que c'est 4 ou 5 secondes par tranche d'un kilomètre, hein, grosso modo. Guillaume Martin, c'est un peu pareil pour Kenny Ellison, les deux sont à 33 secondes. Malgré tout, ils sont pas complètement largués non plus. On voit, ils sont avec Carty, avec Maïka, pourquoi ils sont aussi pas très loin de Henao, tout simplement, de Bernal, hein, ils sont à 5 secondes de Bernal. Donc c'est pas catastrophique comme contre-la-montre pour les deux. Et je dirais que du côté de Guillaume Martin, on s'attendait pas non plus à quelque chose d'incroyable. Donc il est, je dirais, dans son résultat moyen. Et puis je termine avec là un Français qui m'a un peu plus déçu, c'est Geoffrey Bouchard, 84e seulement. Non, même plus loin, Bouchard. Non, 102e, pardon, 44 secondes, là ça fait vraiment beaucoup. Je rappelle, on n'avait que 7 km de contre-la-montre, c'était 8 minutes 30 d'effort. Donc ouais, là ça fait beaucoup hein, pour Geoffrey Bouchard. Il est quand même à 10 secondes, notamment de Hugh Carty, 11 secondes de Hugh Carty, ce qui le place à déjà 15 secondes de Bernal. Donc voilà, les écarts sont importants pour un coureur qui vise quand même le général. Geoffrey Bouchard, c'est pas forcément le départ attendu pour le coureur français, hein, et on verra comment ça va se passer dans les jours à venir. L'avantage, c'est qu'il a une petite marge pour tenter des choses également, le coureur français, dans les prochaines étapes. Attaque de Marlou! On passe au coureur au top. Du côté des coureurs au top, je commence tout de suite avec Primoz Roglic. Pas grand chose à dire du côté de Primoz Roglic. Cette année sur les chronos, c'est quand même, il est quand même costaud, hein. Je rappelle, champion olympique, Primoz Roglic. C'est pas mal, c'est un bon début, hein. Il faut toujours mieux finir devant. Qu'est-ce qu'on aurait dit s'il avait pris 5 secondes par Aramburu, s'il avait fini au niveau de Lausanne Craddock. Donc voilà, il fait un bon chrono. C'est le meilleur des leaders. De toute façon, il a pour objectif de faire la passe de 3, hein, très clairement, Primoz Roglic, avec son casque doré. J'ai bien aimé le casque doré. C'est vrai que... alors, qui avait été champion du chrono il y a 5 ans c'était Cancellara, je crois. Hein. Donc oui, il ne pouvait pas avoir le casque doré très longtemps non plus parce qu'il prenait sa retraite. Mais c'est bien le casque doré. Voilà, j'aime bien moi ce côté. On met en avant le titre olympique. C'est pas le cas dans beaucoup de disciplines, notamment le tennis ou même le foot, hein, où vous n'avez pas une étoile ou un truc particulier parce que vous êtes champion olympique en titre. C'est vrai que le cyclisme fait cet effort-là, donc j'aime bien le casque doré pour Primoz Roglic. Et puis voilà, très bon chrono, 8 minutes 32, 49 de moyenne, quasiment 50. Bon voilà, il a mis quand même une sacrée... peigné à tous les grimpeurs sur ce chrono. On verra dans les jours à venir comment ça va se passer. L'avantage, par contre, le désavantage, c'est qu'il prend le maillot de leader tôt. C'est-à-dire moi à leur place, j'essayerai de m'en débarrasser dans les jours à venir parce qu'il va falloir contrôler la course, ce qui n'est pas forcément idéal, et on sait très bien qu'on ne peut pas contrôler la course 3 semaines, et on sait aussi que Primoz Roglic n'aime pas trop avoir le maillot de leader trop longtemps, donc voilà, je pense qu'il va essayer de s'en débarrasser dans les jours à venir. L'avantage, c'est que vous avez un Michael Matthews au niveau des chronos qui est à 14 secondes.
Et du côté des punchers, déjà Yann Traknik peut partir en échappée aussi, mais Alexa Rambourou, même Adam Yates est à 20 secondes. Donc c'est des coureurs qui pourraient pourquoi pas récupérer le maillot dans les jours à venir sans que ça soit trop dangereux pour le coureur slovène. On continue avec les coureurs au top. Le deuxième coureur au top pour moi, c'est Sepp Kuss. Là aussi, le coureur de Jumbo a fait un très beau chrono. C'est pas la première fois de la saison, hein. C'est vrai que on me l'avait signalé déjà, je crois que c'était pendant le Tour de France. Sepp Kuss fait des très bons chronos depuis quelques temps déjà, le coureur américain. Je pense aussi parce que on rappelle, il y a l'objectif pour lui d'être un leader, et pour être un leader, il faut être bon sur le chrono. Ce qui montre que c'était pas un problème de qualité pour Sepp Kuss, c'est qu'il les faisait jamais à fond les chronos. Parce que c'est vrai qu'à une époque, c'était l'un des coureurs qui perdait le plus de temps. Il perdait facilement 3,50 sur des chronos de 25 km, ce qui était énorme. Là aujourd'hui, il perd plus beaucoup de temps. Sepp Kuss, 15 secondes. Alors certes, il y avait une première partie en côte, ça l'a forcément aidé. Il est passé en tête au premier inter. Il prend même le maillot de blanc à poids bleu du classement de la montagne. Mais du côté de Sepp Kuss, déjà en tant que leader d'urgence, parce que Primož Roglič a quand même fait un petit peu du Tour de France, qu'il n'a pas totalement arrêté vu qu'il a fait les Jeux, donc on va voir physiquement si ça tient. Et puis du côté de toute manière de Sepp Kuss, c'est toujours bien pour un leader d'avoir un équipier qui soit pas trop loin au classement général, parce que ça peut permettre d'avoir des stratégies intéressantes. Regardez sur le dernier Giro avec Martinez et Bernal, je pense que ça a aidé aussi Bernal d'avoir Martinez qui était 6 ou 7 au classement général. Là c'est un peu pareil, je pense que ça sera peut-être l'objectif de la Jumbo, c'est d'avoir Sepp Kuss toujours jamais très loin de son leader Primož Roglič au niveau du classement général. Et puis c'est toujours très bon pour un jeune coureur. Et puis il faut se méfier parce que les Américains là sont en train de récupérer une génération. On a parlé notamment de la victoire de Nelson Poles lors de la Classica San Sébastien. Ça commence à devenir un pays de nouveau présent. Alors qu'on a eu l'époque TJ Van Garderen où il était un petit peu seul avec Danielson également à ce moment-là. Je termine avec André Lopez, non pas tout de suite. André Lopez là aussi, bon chrono pour le coureur colombien, il finit à 21 secondes. On s'attendait pas à ce que ça soit aussi bien pour André Lopez. Je m'attendais plutôt à ce qu'il se retrouve aux alentours des Egan Bernal, c'est-à-dire aux alentours de 27 secondes de retard avec Ciccone et Bernal. Donc là c'est vraiment un très très bon chrono de sa part. Et puis je termine avec Aramburu, là aussi je m'attendais pas à une telle performance de la part du coureur d'Astana, Alexa Aramburu. Je le dis souvent, c'est un coureur qu'on m'a souvent vendu comme un énorme sprinter puncher, et puis moi à chaque fois que je l'ai vu en course, j'ai souvent été déçu d'Alexa Aramburu. Alors je suis peut-être pas tombé sur les bonnes courses non plus avec lui, mais ça peut être sympa, un coureur on voit qu'il y a des vraies qualités de contre-la-montre. Alors certes il a très bien descendu, mais même dans la dernière portion il fait jeu égal avec des mecs comme Cerny ou Dylan Van Baarle. Donc ça montre qu'il a été bon également dans la dernière partie. Alexa Aramburu, c'est vrai que c'est un peu un crève-cœur, toujours cette zone de kiss and cry quand il reste plus qu'un coureur et vous vous faites battre par ce coureur. Du côté d'Alexa Aramburu, surtout que ça veut dire qu'en termes de récupération c'est pas l'idéal. En plus le chrono partait quand même tard, il est arrivé tard. Alors certes on repart de Burgos, mais il y a quand même parfois un petit peu de temps de transfert. Et au niveau du massage c'est pas l'idéal de toute manière d'avoir aussi peu de temps de récupération avant l'étape d'aujourd'hui, mais du côté d'Alexa Aramburu dommage, mais très bon chrono et peut-être une réflexion à avoir sur le futur de sa carrière, quand on voit qu'il a parfois du mal sur les courses très très longues, contre la montre ça peut être intéressant également. Je termine avec les flops rapidement, on est déjà quasiment à 15 minutes de vidéo. Premier flop, Egan Bernal, 27 secondes de perdu aujourd'hui. Alors je sais bien que c'est pas un spécialiste techniquement du contre-la-montre, mais c'est pas un coureur qui auparavant perdait autant de temps. Déjà sur le Giro, par exemple sur le premier chrono, il avait pris une bonne trentaine de secondes, mais le chrono était quand même un peu plus long. Il y avait 2 km en plus sur ce chrono à Turin. Alors certes, il n'y avait pas de difficulté, mais je crois qu'on avait mis quand même un peu plus de 8 minutes 30. C'était pas plutôt 9 minutes, je crois que c'était 9 minutes le chrono. Il y avait trentaine de secondes d'écart, mais il avait perdu déjà une trentaine de secondes, là 27 secondes aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'il y a des coureurs qui s'en sont très bien sortis sur ce chrono, donc ils se retrouvent assez loin en général. Perdre 30 secondes sur Roglič, c'est pas l'idéal. Et puis chez Ineos, il y a des coureurs qui ont fait mieux, alors notamment Van Baarle, mais aussi
Adam Yates, il faut le signaler, qui a fait 7 secondes de mieux. Pavel Sivakov également a fait un meilleur chrono. Donc quand vous êtes techniquement le leader de la formation, même Carapaz a fait mieux, et que vous faites que le 4e ou 5e temps de votre formation, bah, c'est toujours un petit peu gênant. Et puis en termes de hiérarchie, bah, moi déjà j'étais pas assuré que ce soit Egan Bernal le leader. Bah, aujourd'hui j'ai encore plus de doutes. Alors est-ce que les chutes et les ralentissements, notamment qu'il a connus sur le Tour de Burgos, l'ont gêné sur ce chrono? Peut-être. Mais c'est quand même pas rassurant, moi je trouve, au départ d'une course de 3 semaines, de perdre autant de temps. Charman, le coureur allemand de la Bora, 22 secondes aujourd'hui, on aurait pu s'attendre à mieux. Normalement, il est performant sur les chronos. Peut-être que le départ en côte ne l'a pas aidé dans la gestion de l'effort, mais c'est un coureur qui est normalement puissant. Peut-être également les relances, il a peut-être emmené un peu trop gros. C'est un coureur qui aime emmener des gros braquets, qui est puissant, mais là il y avait pas mal de virages, c'était pas mal technique autour de Burgos, donc ça a peut-être gêné d'avoir un gros braquet dans les relances, mais il ne fait que il est quand même à 22 secondes de retard. On pourrait dire pareil de Sivakov en 22 secondes. Il a très bien démarré Sivakov, mais il a très mal fini le coureur russe son chrono. Et puis je termine avec peut-être la grosse déception du jour, c'est la grosse déception, la grosse contre-performance, c'est Landa. Avec Geoffrey Bouchard, je pense que ce sont les deux qui se sont le plus plantés. Landa, je vais le retrouver parce qu'il était très très loin au niveau du classement. Voilà, il finit 88e à 39 secondes, c'est-à-dire déjà 6 secondes de retard sur des coureurs comme Hugh Cartis. Ça veut dire plus de 10 secondes de retard sur Roglic et surtout 39 secondes. Là encore, il y a des coureurs en plus dans son équipe qui ont mieux couru, notamment Caruso, notamment Tratnik, mais ça c'est un petit peu plus habituel au niveau du contre-la-montre. Mais j'ai vu un autre Bahreïn qui avait bien couru, Jack Haig, voilà, qui a fini 20e du contre-la-montre. Donc c'est là aussi pas très rassurant quand on est le leader de sa formation. Gino Meder a fait mieux de perdre autant de temps sur un contre-la-montre aussi court, surtout que l'Armada Bahreïn, c'est quand même là aussi un monstre à plusieurs têtes, on pourrait dire, et c'est pas assuré que Landa soit techniquement leader. On nous a dit que c'était le leader sur le papier, en conférence de presse quand ils ont présenté l'équipe, on nous a dit que c'était le leader, mais j'ai quand même des doutes quand je vois les performances de d'autres coureurs de cette formation. Alors certes, Landa n'a jamais été un bon coureur de contre-la-montre, mais quand même, quand on voit ce qu'a fait Bardet, quand on voit ce qu'a fait Sepkus, même un Champoussin, même un gros Schartner du côté de la Bora, on se dit, même Henrik Mas qui finit à 18 secondes, il y avait quand même possibilité de finir à 30 secondes. Donc c'est pas normal de perdre autant de temps quand on est leader d'une grosse équipe. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc aujourd'hui, ça sera une étape pour Sprinter. On fera le débrief normalement ce soir, peut-être demain, pour cette étape. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis voilà, pour de nouvelles aventures sur la Maverick Production. Ciao, ciao!